Mon mari infidèle m'a dit, j'emmène aussi ma maîtresse en France. J'ai juste souri et accepté. Mais à l'instant même où j'ai disparu à l'aéroport, son enfer absolu a commencé. Sophie et moi partons pour Paris. Votre seul travail est de nous servir et de porter nos bagages. Vous devriez être reconnaissante que nous vous emmenions. Ces mots ont glacé l'air du salon. Personne n'a souri. Seule la pluie froide tambourinant contre la fenêtre de notre demeure lyonnaise résonnait bruyamment dans le silence de la nuit. Habituellement, une femme dans cette situation pleurerait et supplierait d'être pardonnée, mais j'ai lentement posé ma tasse de café sur le sous-verre et, avec un large sourire, j'ai répondu, je comprends parfaitement. Nous irons tous les trois à Paris ensemble. À ce moment-là, les deux personnes qui se réjouissaient stupidement devant moi n'avaient absolument aucune idée que dans quelques semaines, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, cet homme vivrait l'enfer le plus pathétique et le plus brutal de sa vie. Tout a commencé ce soir. Mon mari Marc, 52 ans, est soudainement rentré à la maison avec une jeune femme inconnue. Il l'a présentée comme Sophie, 28 ans, sa subordonnée et sa partenaire préférée. Sophie, se déplaçant comme un chat sans os, s'est accrochée au bras de Marc, qui était étalé sur notre cher canapé en cuir. Le parfum entêtant d'un parfum bon marché a souillé l'air autrefois raffiné du salon. Marc était directeur des ventes dans une entreprise de négoce internationale. Il avait récemment reçu sa promotion très attendue au poste de directeur de succursale à Paris, mais il n'avait absolument aucune idée de la véritable puissance derrière cette nomination. Excusez-moi. Sophie m'a regardé avec un sourire d'une douceur écœurante, mais un dédain évident, et a continué, Marc a besoin de moi. Lors des somptueuses galas d'entreprise à Paris, Marc aura l'air absolument ridicule sans une partenaire jeune et présentable comme moi. La femme a gloussé sans la moindre gêne. Marc a reniflé en signe d'accord. Exactement. Une vieille femme usée, ennuyeuse comme vous ne s'intégrera pas à l'élite parisienne. Vous devriez simplement rester dans l'appartement et nous préparer un bon pot-au-feu traditionnel. C'était une insulte flagrante. C'était la pire façon de traiter une femme après de nombreuses années de mariage. Je n'ai rien dit, me contentant de les regarder tous les deux en silence. Le silence a duré 10 ou 20 secondes. Dans mon silence, une lueur de confusion a traversé brièvement le visage de Marc. Peut-être pensait-il qu'il était allé trop loin, mais il n'y avait ni tristesse ni colère dans mon cœur. Il n'y avait que la stupidité insondable de l'homme devant moi et un froid sentiment de désespoir. « Pourquoi êtes-vous silencieuse ? Êtes-vous embarrassée ?» a demandé Marc sèchement, sentant la gêne. J'ai relevé les coins de mes lèvres et j'ai offert un sourire poli et raffiné. C'est une excellente idée, Marc. Sophie, vous aussi. S'il vous plaît, allons tous à Paris. J'organiserai tout. Oh, bien. Au moins, vous comprenez. Il semble que vous ayez enfin réalisé votre place. Marc, soulagé par ma réaction inattendue, a échangé des regards avec Sophie et a éclaté d'un rire vulgaire. Comme on pouvait s'y attendre d'une épouse fidèle. Vous comprenez ? Je veux voyager en première classe, n'est-ce pas ? Oh, laissez-moi faire, Marc, a ajouté Sophie. Vous êtes le futur directeur de succursale après tout. J'ai calmement observé leur amusement et j'ai tranquillement commencé un compte à rebours dans mon cœur. Oui, profitez-en pleinement. Votre fierté et votre statut vide s'effondreront comme du sable. Jusqu'à ce jour, Marc ne se doutait pas qu'avec un simple appel téléphonique à une certaine personne, toute sa vie serait complètement détruite. Le vol était dans exactement 3 semaines. J'ai tranquillement commencé à me préparer à pousser mon mari dans un abîme de désespoir. Début mars, bien que le calendrier marquât le début du printemps, le vent nocturne s'infiltrant par les fissures des fenêtres lyonnaises était encore froid, perçant la peau. Les cerisiers en fleurs qui commençaient à bourgeonner dans les parcs parisiens semblaient frissonner du froid hivernal persistant. Une ambiance agitée, typique de cette saison, où les vestiges de l'hiver et les signes du printemps se croisent, flottait dans le salon. Sophie et moi sortons fêter notre brillant avenir. À plus tard. Avec ces mots, Marc a croisé les bras et a disparu dans la nuit parisienne, me laissant, sa femme, seule dans le salon. Il se dirigeait probablement vers un restaurant français cher dans un quartier chic de Paris. Le claquement bruyant de la porte d'entrée a résonné dans la maison silencieuse. Dans la pièce spacieuse et silencieuse, j'ai pris une gorgée de mon café tiède et j'ai soupiré doucement. Une vieille femme usée, ennuyeuse. J'ai lentement fait rouler les mots de Marc dans mon esprit. Étrangement,
Ni une colère intense ni une profonde tristesse n'ont fait surface. Il n'y avait qu'un dégoût sans fin que l'homme avec qui j'avais passé 25 longues années, aveuglé par le pouvoir et l'argent, soit tombé au niveau d'une créature aussi pathétique et stupide. Je m'appelle Rachel Beaumont. J'ai 50 ans. Tout comme Marc l'a dit, je ne porte généralement pas de marque de créateur coûteuse. Je me promène en vêtements simples. J'achète dans les rayons de liquidation chez Monoprix. Je découpe des coupons pour l'épicerie. Et j'arrache les mauvaises herbes dans notre jardin. Je vis comme une femme au foyer ordinaire. Je prépare ses repas et je repasse ses chemises tous les jours. De son point de vue, je suis probablement juste une femme ennuyeuse qui ne se plaint jamais et ne demande rien. Cependant, ce n'est que le masque que je porte pour la société. Mon nom de jeune fille est en fait Beaumont. La famille Beaumont a fondé et préside le conseil d'administration de Beaumont Global Holdings, un conglomérat international massif qui gère des hôtels de luxe, des biens immobiliers de premier ordre et de grandes entreprises de négoce, non seulement en France, mais partout dans le monde. Et je suis l'actionnaire majoritaire, détenant plus de la moitié des actions de l'ensemble du groupe. C'est ma véritable identité. Bien sûr, Marc n'en savait absolument rien. Il y a 25 ans, j'étais profondément irrité par les hommes calculateurs qui affluaient vers moi uniquement pour mettre la main sur mon nom de famille et ma fortune énorme. À cette époque, j'ai rencontré Marc, qui n'était qu'un simple barista à temps partiel dans un petit café où j'avais l'habitude de cacher mon identité. Il était maladroit mais honnête, et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que même s'il n'avait ni argent ni statut maintenant, un jour il réussirait absolument par son propre travail acharné et me rendrait heureuse. Attiré par sa sincérité, je l'ai épousée, surmontant l'opposition féroce de mes parents et entièrement préparé à couper les liens avec ma famille. Cependant, ces liens n'ont jamais été complètement rompus. Mon père me surveillait secrètement, sa seule fille. Il y a quelques années, planifiant sa retraite, il m'a tranquillement remis la direction du groupe et une énorme quantité d'actions. L'entreprise de négoce où Marc travaillait a également été acquise par Beaumont Global Holdings il y a 3 ans. En d'autres termes, Marc n'était rien de plus qu'un employé moyen nageant dans le creux de ma main. Le poste de directeur de succursale à Paris, qu'il croyait avoir gagné par son propre mérite, était entièrement son délire. Récemment, des rumeurs m'étaient parvenues concernant ses affaires louches avec des femmes et des soupçons de détournement de fonds de l'entreprise. Je voulais croire en lui, l'homme que j'avais autrefois aimé. C'est précisément pourquoi, comme test final, je lui ai intentionnellement accordé un poste avec une immense autorité pour évaluer son véritable caractère. Le résultat a été désastreux. Il s'est vautré dans un peu de pouvoir et d'argent, m'a trahi, pour aggraver les choses, a commis la folie suprême de planifier de déménager à Paris avec sa maîtresse. Mon smartphone a sonné, brisant le silence avec un doux tintement mélodieux. L'écran affichait le nom Antoine. C'était le directeur général du groupe Beaumont et mon confident de longue date. Oui, c'est Rachel. Je suis désolé de vous déranger, mademoiselle Beaumont. Concernant la situation de Marc, nous avons reçu une confirmation complète. La voix calme mais retenue et en colère d'Antoine est venue du combiné. Nous avons recueilli des preuves irréfutables que votre mari Marc et sa subordonnée Sophie ont habilement falsifié des rapports de dépenses d'entreprise, payant des séjours dans des hôtels de luxe et achetant des articles de créateurs. Le montant total des dommages s'élève déjà à des millions d'euros. Une telle trahison ne peut jamais être pardonnée. Merci, Antoine. Que suggérez-vous ? Nous pouvons immédiatement le livrer aux forces de l'ordre pour détournement de fonds et le licencier sans indemnité de départ. J'ai marché jusqu'à la fenêtre où le vent froid de la nuit soufflait contre la vitre et j'ai regardé les lumières de la ville vaciller de façon inquiétante dans l'obscurité. Tout comme le froid perçant de mars, mon cœur s'était complètement gelé. Pas une seule goutte d'affection ne restait pour lui. Non, Antoine, ce serait trop ennuyeux. Que voulez-vous dire ? Il croit actuellement qu'il est au sommet du monde. Si je ne le jette pas du plus haut sommet, il ne comprendra jamais la gravité de ces crimes ou l'humiliation que j'ai subie. J'ai lentement mais clairement donné mes ordres. Laissez-les aller à Paris comme prévu. Cependant, les billets d'avion et toutes les préparations à l'arrivée doivent être exécutées strictement selon mon scénario spécial. Compris. Tout sera fait exactement comme vous le souhaitez. Je leur préparerai un véritable enfer. Après avoir raccroché, j'ai regardé mon reflet dans la vitre de la fenêtre et j'ai souri froidement.
Un mari stupide qui croyait inconditionnellement qu'il occuperait le siège fantôme d'un directeur de succursale à Paris et une maîtresse naïve qui se réjouissait de voyager en première classe à l'étranger. Il n'avait aucune idée que dans quelques semaines, au moment où il franchirait les portes d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un brillant rêve français ne les attendrait pas. Ce serait un aller simple vers un abîme sans fond dont il n'y avait pas d'échappatoire. Et le guide de cet enfer ne serait autre que moi, la vieille femme ennuyeuse. Maintenant, il est temps de contacter ce garçon. J'ai repris mon téléphone et j'ai appuyé sur le nom de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis un moment. Bonjour, maman. Tout va bien à Lyon? La voix légèrement rauque de mon fils unique est venue de la ligne. Guillaume, 28 ans. Guillaume vit actuellement à Paris où il travaille. Mon mari Marc croyait que son fils était au chômage ou coincé dans un travail sans issue mal rémunéré, n'ayant pas réussi à hériter de ses propres soi-disant brillantes capacités. Marc rabaissait constamment Guillaume, le traitant de raté qui apportait la honte à sa carrière impeccable. Cependant, c'était le délire fatal de Marc et sa plus grande erreur. Guillaume avait hérité du sens aigu des affaires de son grand-père, le fondateur de l'entreprise. C'est un homme d'affaires de génie, secrètement choisi par le siège français de Beaumont Global Holdings. Il gère actuellement plusieurs projets massifs d'une valeur de milliards d'euros en tant que plus jeune directeur régional en Europe. Il était l'une des rares personnes au monde à connaître ma véritable identité et la véritable structure de pouvoir qui régissait secrètement l'empire corporatif. Désolé de te déranger, Guillaume. En fait, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose à Paris concernant ton père. Quand je lui ai raconté sans émotion comment Marc prévoyait de déménager à Paris avec sa maîtresse Sophie, comment il me traitait comme une esclave et comment il avait détourné des millions d'euros de fonds d'entreprise, l'air à l'autre bout de la ligne s'est instantanément glacé. Ce salaud. Combien de temps va-t-il continuer à t'abuser et à voler l'argent de l'entreprise en plus? Compris. Je vais immédiatement activer l'équipe d'audit de Lyon et le service juridique pour le faire licencier sans un sou et le jeter directement en prison fédérale. Attends, Guillaume. J'ai arrêté mon fils qui était prêt à frapper immédiatement d'une voix calme. Si nous le virons simplement alors qu'il est à l'aise dans son environnement français, il ne saisira jamais le véritable poids de ses péchés. Ils sont en train de faire joyeusement leurs valises pour vivre leur rêve de haute société parisienne. Alors, laissons-les faire. Guillaume a semblé comprendre instantanément mes intentions. Il a laissé échapper un rire froid et sans pitié. Je vois. Waouh. Maman, tu ne plaisantes pas. J'ai compris. Je préparerai l'accueil le plus désespéré pour cet imbécile et ce voleur. Nous montrerons à ces idiots la véritable puissance écrasante de Beaumont Global Holdings. Merci, mon fils. Le vol est dans 3 semaines. L'appel avec mon fils a pris fin, et j'ai tranquillement regardé par la fenêtre l'air froid de la nuit. Les préparatifs côté français étaient maintenant parfaits. Quelques jours plus tard, alors que la mi-mars approchait, une pluie printanière glaciale tombait sans relâche tout l'après-midi. La sonnette de notre maison a retenti bruyamment. En ouvrant la porte, j'ai trouvé ma belle-mère, Colette, 75 ans. C'était une visite inattendue. Est-il vrai que mon Marc devient directeur de succursale à Paris? Oh, je suis si incroyablement fier de mon fils. Colette est entrée dans le salon comme si elle était chez elle, me jetant son manteau mouillé en passant et s'asseyant lourdement sur le canapé en cuir le plus cher. Colette m'avait toujours méprisé, ignorant complètement que j'étais la fille de l'Empire Beaumont. Elle me traitait comme une mendiante et m'utilisait comme une domestique non rémunérée. Et aujourd'hui, dès le seuil de la porte, elle a déchaîné ses mots froids sans même dire bonjour. Honnêtement, une femme simple et sans éducation comme vous est complètement inadaptée à Paris. Marc m'a dit que Sophie, une jeune femme capable, l'aidera en tout. Alors, vous, Rachel, restez à l'écart. Quand vous arriverez à Paris, vous ne devrez pas mettre le pied hors de la maison. Votre seul travail est de nettoyer les toilettes et de cirer leurs chaussures. Vous n'êtes rien d'autre qu'un fardeau pour notre talentueux fils. C'était une insulte flagrante. Colette acceptait facilement le fait que son fils déménageait avec une jeune maîtresse. Et en plus, elle me traitait, moi, sa femme fidèle depuis de nombreuses années, comme un insecte. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé une tasse de thé Earl Grey chaud devant elle, baissé la tête et suis restée silencieuse. Un long silence a suivi. Colette, s'attendant à ce que je pleure ou que je fasse une crise hystérique, est devenue légèrement tendue face à mon silence anormalement impassible. Juste à ce moment-là,
la porte d'entrée s'est ouverte. « Maman, tu es là. » C'était la voix de Marc, sans aucun doute. Mais aujourd'hui, c'était un jour de semaine. Il aurait dû être au bureau. Pourquoi était-il là? À côté de Marc, qui est entré dans le salon, se tenait un invité inattendu. « Bonjour, madame. Je suis Sophie. » C'était la maîtresse. Il devait avoir séché le travail pour faire du shopping. Sophie portait plusieurs sacs de courses lourds ornés des logos de marques de luxe haut de gamme. « Oh, alors vous êtes Sophie. Quelle charmante jeune femme. Vous convenez tellement mieux à Marc que Rachel. » Colette s'est levée avec un large sourire et a joyeusement serré la main de Sophie. C'était une scène grotesque et farcesque qui se déroulait juste sous mes yeux. En fait, maman, Sophie et moi allons vivre ensemble à Paris. Nous louons un penthouse de luxe avec piscine privée aux frais de l'entreprise. Quant à Rachel, nous la jetons dans un appartement minable et bon marché dans un quartier terrible avec des taux de criminalité élevés. Au mot de Marc, Colette et Sophie ont éclaté de rire, se tordant de rire. Parfait, Marc. Une femme pathétique comme elle mérite exactement cela. Le rire vulgaire et cruel des trois a résonné dans le salon spacieux. J'ai lentement levé la tête, j'ai regardé les trois imbéciles un par un et j'ai parlé doucement avec un sourire élégant. Oui, Colette, Sophie et Marc, attendez-vous à votre brillante nouvelle vie à Paris. J'organiserai parfaitement un merveilleux endroit où vous logez et je m'occuperai de vos arrangements de transport spéciaux là-bas. En entendant mes mots obéissants, les trois ont ri encore plus fort, comme si j'avais enfin accepté mon statut inférieur. Ils n'avaient aucune idée que le logement que j'organisais serait un lieu de désespoir, ressemblant à un centre de détention lugubre sans aucune fenêtre. Ils ne savaient pas qu'au moment où ils arriveraient à Paris, le brillant avenir auquel ils croyaient aveuglément s'effondrerait en un instant en raison d'un rebondissement inimaginable et choquant. 2 semaines avant le départ. Les clowns stupides se rapprochaient du point de non-retour dans leurs pièces ridicules. Fin mars, 10 jours avant le départ fatidique, la pluie froide du printemps frappait furieusement les fenêtres. J'étais dans le salon, rangeant mes quelques affaires dans une petite valise. Dans cette immense maison, mes affaires personnelles étaient très peu nombreuses. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas, et Marc, sentant l'alcool, est rentré à la maison de très bonne humeur. Mais il n'était pas seul aujourd'hui. Derrière lui se tenait un jeune homme inconnu. Je suis rentré. Voici Mathieu, mon subordonné. Je le fais courir pour ma brillante carrière. Mathieu, un jeune homme pâle d'une vingtaine d'années, l'air incroyablement coupable, s'est profondément incliné devant moi. Dans ses mains, il tenait d'épais dossiers de documents et une pochette en plastique transparent contenant des billets d'avion. Marc s'est laissé tomber lourdement sur le luxueux canapé en cuir, a arraché brutalement les dossiers des mains de Mathieu, a sorti un billet et l'a jeté sur la table basse. Voici votre billet. Bien sûr, j'ai choisi le siège le moins cher en classe économique. Vous devriez être reconnaissante de ma gentillesse. J'ai spécifiquement choisi un siège juste à côté des toilettes, tout au fond. Marc m'a regardé avec un mépris absolu, pointant du doigt le mince morceau de papier et a continué cruellement, Sophie et moi voyagerons évidemment en première classe. Si une vieille bique usée comme vous s'assied en première classe, nos compagnons de voyage, des célébrités internationales, se plaindraient. Vous restez simplement tranquillement assise dans votre siège économique exigu, tremblant de peur, et assurez-vous que nos bagages sont en sécurité. Une dernière insulte définitive. Je n'ai rien dit, me contentant de fixer le billet jeté. Un silence profond et lourd est tombé sur la pièce. Seul le son de la pluie frappant la vitre résonnait de manière inquiétante dans le salon. Dérangé par mon silence extraordinaire, Marc a ressenti un éclair de gêne. Il s'attendait probablement à ce que sa femme pleure et supplie. Avez-vous un problème avec ça? Vous devriez être reconnaissante que j'emmène même une femme inutile comme vous à Paris. Oh, d'accord. Et, donnez-moi tous vos comptes courants et cartes de débit tout de suite. À la demande soudaine de Marc, j'ai lentement levé la tête. Mes comptes? Pourquoi? Pourquoi, pensez-vous, pour acheter à Sophie un bijou coûteux qui ira avec la robe de soirée qu'elle portera à notre réception de bienvenue à Paris? Vous devez avoir secrètement accumulé de l'argent du budget familial mensuel. Une femme simple comme vous ne portera jamais rien de bien de toute façon. Donnez chaque centime pour la jeune et belle Sophie. En entendant ces mots arrogants, Mathieu, le subordonné qui se tenait à proximité, n'en pouvait plus et a crié « Boss,
c'est aller trop loin avec votre femme. L'argent de l'entreprise ne vous suffit-il pas? Maintenant, vous voulez voler ses économies personnelles. Tais-toi. Tiens ta langue. Je suis le futur directeur de succursale à Paris. De l'argent comme ça, je le multiplierai par 10, non, par 100 fois là-bas, donc ce n'est pas un problème. Marc a hurlé furieusement à Mathieu. Il a ouvert avec force mon tiroir et a sorti mon chéquier personnel et une carte de débit liée à un compte avec quelques milliers. Cela devrait suffire pour la robe de Sophie. D'accord, Mathieu, vous pouvez y aller. Je me dirige vers l'appartement de Sophie tout de suite. Vous feriez mieux de finir de faire vos valises d'ici demain matin. Fourrant mon chéquier dans la poche de son costume, Marc est reparti en hâte dans la nuit pluvieuse. Seul le salon vide, Mathieu stupéfait et moi sommes restés. Madame, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu empêcher le patron d'agir de façon si éhontée. Mathieu s'est profondément incliné, serrant les poings de frustration. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'est rien, Mathieu. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vais vous faire du café. S'il vous plaît, asseyez-vous. Quand j'ai souri gentiment, Mathieu a tressailli, a regardé nerveusement autour de lui et a secrètement sorti une petite clé USB de sa mallette. Madame, en fait, le patron m'a ordonné de m'occuper de la comptabilité, mais ces dépenses m'ont semblé incroyablement suspectes. Ces données prouvent que le patron a illégalement retiré des fonds de l'entreprise pour acheter des cadeaux à sa maîtresse, Sophie. Je n'en pouvais plus, mais en tant qu'employé ordinaire, je n'ai aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. J'ai regardé Mathieu avec une légère surprise. Y avait-il encore un jeune homme dans cette entreprise aussi juste et honnête que le Marc que j'avais autrefois aimé dans ma jeunesse? J'ai pris la clé USB de Mathieu et lui ai doucement serré la main. Merci, Mathieu. Votre courage ne sera pas vain. Je remettrai personnellement cette preuve à l'endroit le plus efficace possible. Face à mon calme et à la confiance insondable qui contredisait entièrement mon image de simple femme au foyer, Mathieu a retenu son souffle une seconde. Après son départ, j'ai regardé la clé USB dans ma main et le billet de classe économique que Marc m'avait jeté, volant mes économies pour acheter une robe à sa maîtresse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le compte qu'il a volé n'était rien de plus qu'un petit fonds de caisse que j'utilisais pour maintenir ma couverture de Rachel la femme au foyer. Il n'avait aucune idée que mes véritables actifs se chiffraient à des sommes astronomiques qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et le voilà qui célébrait quelques milliers pathétiques. J'ai pris mon smartphone et j'ai envoyé un SMS. Antoine, j'ai de nouvelles preuves décisives du détournement de fonds. Et comme prévu, dans une semaine, la surprise spéciale à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle sera prête. Quelques secondes plus tard, une courte réponse est arrivée d'Antoine. Tout est prêt. Marc et Sophie recevront un vol inoubliable directement en enfer. La scène était enfin prête. Il ne restait que quelques jours avant que la farce impliquant ces deux individus dégoûtants n'atteigne son paroxysme. Fixant mon reflet froid dans la vitre, j'ai imaginé le moment où ils seraient jetés en enfer à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et j'ai tranquillement siroté mon café. Mais 3 jours avant le départ, un fantôme du passé est apparu de façon inattendue et la situation a pris une tournure inattendue. 3 jours avant le vol, par un après-midi nuageux avec des vents froids, j'étais assise dans un salon privé au dernier étage d'un hôtel de luxe Beaumont à Paris. Assis en face de moi sur un canapé moelleux se trouvait un gentilhomme âgé aux cheveux gris, Monsieur Dubois, 68 ans. Il était directeur du conseil d'administration de la société mère, le groupe que je dirigeais secrètement, qui supervisait la firme de Marc. Il était la seule personne qui avait soutenu avec enthousiasme Marc et notre mariage mal assorti il y a des années. Pour Marc, c'était un fantôme du passé. Mademoiselle Beaumont, je suis si profondément désolé de vous avoir appelé dans un endroit comme celui-ci. Monsieur Dubois s'est incliné profondément, posant un épais dossier de documents sur la table avec une expression lourde. Le comportement de Marc a dépassé toutes les limites. Il est complètement délirant. Croyant qu'il est le directeur de succursale choisi pour Paris. Il bannit impitoyablement les employés expérimentés qui osent le contredire dans des bureaux régionaux éloignés. Tout récemment, il m'a publiquement humilié, moi, son ancien mentor, devant des dizaines de membres du personnel. Monsieur Dubois s'est mordu la lèvre de frustration, forçant les mots à sortir d'une voix tremblante, et, Dubois, vieille antiquité. Dégage d'ici. Sophie et moi allons complètement conquérir le marché européen avec nos instincts modernes. Un fossile inutile et incompétent comme vous devrait cirer nos chaussures.
Une insulte flagrante et complètement inacceptable. C'était une façon horrible de traiter Monsieur Dubois, que Marc m'avait autrefois présenté comme son patron très respecté. L'homme qui avait prononcé un discours chaleureux et émouvant à notre mariage. Le doux poison du pouvoir rongeait-il vraiment l'esprit humain à ce point? J'ai serré les lèvres fermement et j'ai regardé intensément la tasse de thé antique dans ma main. Un silence profond est tombé. Seule la douce musique de piano en direct dans le salon jouait, semblant essayer d'apaiser l'atmosphère tendue entre nous. Parce que je suis resté immobile et n'ai pas dit un mot. Monsieur Dubois a regardé mon visage avec une profonde inquiétude. Après plusieurs minutes de silence pesant, j'ai tranquillement levé la tête et j'ai sorti la clé USB de mon sac à main, celle que Mathieu m'avait courageusement donnée la veille au soir. Monsieur Dubois, je suis incroyablement désolé de l'humiliation que vous avez subie malgré vos nombreuses années de loyauté. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez ceci. C'est la preuve décisive de détournement de fonds que le courageux Mathieu m'a remise hier. Quand j'ai branché la clé USB sur l'ordinateur portable de Monsieur Dubois, des données incroyables sont apparues à l'écran. Marc et sa maîtresse Sophie avaient utilisé des fournisseurs fictifs pour siphonner habilement les fonds de l'entreprise, payant des cadeaux coûteux, des virées shopping de marques de créateurs, et même un bail d'1 an pour un hôtel particulier de luxe avec piscine à Paris. Tout cela aux frais de l'entreprise. Ces dommages ne sont plus seulement de quelques centaines de milliers. Ils approchent les 2 millions d'euros. Mademoiselle Beaumont, vous devez immédiatement signaler Marc aux autorités et le faire arrêter pour détournement de fonds. Vous ne pouvez pas permettre à cet homme de continuer. Monsieur Dubois, prêt à bondir de rage, a été tranquillement arrêté par ma main tendue. Asseyez-vous, Monsieur Dubois. Non, ce n'est pas encore le moment. Si nous le faisons simplement arrêter et livrer à la police maintenant, il s'en sortira avec son bagout ou rejettera toute la faute sur l'un de ses subordonnés. Pour véritablement éradiquer son âme pourrie et lui faire vivre un véritable enfer, de telles méthodes douces ne suffiront pas. J'ai regardé les nuages gris couvrant les gratte-ciel parisiens et j'ai parlé d'une voix glaciale et absolument autoritaire. Laissez-les se diriger vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle comme prévu, juste avant qu'ils n'embarquent pour leur vol, croyant entièrement à leur rêve français. Dépouillez-les de tout, de sa position, qu'il croyait inconditionnellement avoir gagnée par son propre mérite, de sa fierté vide achetée avec de l'argent volé de l'entreprise, et de moi, son filet de sécurité ultime. Monsieur Dubois a semblé comprendre le véritable plan derrière mes mots. Il a retenu son souffle et m'a regardé. Mon visage n'était plus celui d'une femme normale qui aimait et soutenait un jeune homme autrefois naïf et maladroit. C'était maintenant le visage d'une dirigeante impitoyable se tenant au sommet d'un empire mondial. Une leader qui ne montre aucune pitié aux traîtres. Compris. Ce sera fait exactement comme vous l'ordonnez, Mademoiselle Beaumont. Le service juridique et le directeur général Antoine ont déjà parfaitement organisé un adieu spécial à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Tout est prêt pour que ces personnes plongent du sommet de l'espoir dans l'abîme le plus profond de l'enfer. Oui, merci. Au moment où je disparaîtrai de leur vue, le véritable spectacle commencera. Finissant ma réunion confidentielle avec Monsieur Dubois, j'ai quitté le salon, marchant seul le long de l'avenue sous le vent froid, j'ai senti la flamme de la résolution brûler tranquillement au fond de ma poitrine. La résolution de témoigner de mes propres yeux de la chute ignoble de l'homme que j'avais autrefois aimé. Cependant, quand je suis rentré à la maison, plus de carburant pour ma colère m'attendait. En ouvrant la porte d'entrée, j'ai vu que le précieux stylo plume transmis par mon défunt père et mes albums photos de jeunesse avaient été déchirés en morceaux et impitoyablement dispersés sur le sol. Du salon, j'ai entendu le rire vulgaire de Marc et Sophie. Ah chat. Nous avons jeté toutes les ordures de ma femme directement à la poubelle. Nous n'avons pas besoin de tout cela dans notre luxueux Penthouse parisien. Excellent travail, Sophie. Les ordures d'une vieille bique lugubre n'ont pas leur place dans ma brillante nouvelle vie. J'ai tranquillement ramassé les photos de famille déchirées sur le sol et j'ai marché silencieusement vers le salon. Le jour du jugement dernier pour ces imbéciles ignorants approchait à grands pas. Le lendemain, juste comme Marc l'avait ordonné, je me suis dirigé vers le bureau de l'entreprise pour déposer des documents de voyage supplémentaires pour leur voyage à Paris et les chéquiers volés. Portant un pull bon marché de Carrefour et un sac fourre-tout en toile usée. Moi, l'actionnaire majoritaire de Beaumont Global Holdings, je suis entré dans une filiale, faisant semblant d'être une femme ordinaire pour la première fois. En entrant dans le hall spacieux, les jeunes employés occupés par leur travail ont commencé à chuchoter en regardant mon apparence insignifiante. On dirait que la femme de ménage est venue voir le patron Marc.
Sous leur regard méprisant, je me suis simplement redressé et j'ai attendu sur le canapé du hall. Bientôt, Marc et Sophie sont sortis d'une salle de conférence vitrée, riant bruyamment. Sophie portait une robe de créateur voyante et s'accrochait de manière provocante au bras de Marc. Les employés environnants les ont regardés avec dédain, mais les deux, ivres de l'illusion de pouvoir, ont complètement ignoré l'atmosphère. « Eh, vieille femme lente. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps » a crié Marc en me voyant, sa voix résonnant dans tout le hall. « Eh bien, avez-vous apporté les chéquiers et les documents comme je vous l'ai dit ? Ne soyez pas si lente. » Quand j'ai silencieusement sorti les documents de mon sac, Sophie s'est pincé le nez et a grimacé de manière exagérée. « Madame, pourriez-vous s'il vous plaît ne pas vous promener dans notre bureau d'entreprise sacré l'air si sale ? Vous qui sentez la pauvreté. » Marc est un grand homme qui est sur le point de devenir un cadre supérieur à Paris. Une personne de basse classe comme vous ne devrait pas l'approcher de façon si décontractée. Des dizaines d'employés dans le hall se sont simultanément tournés pour regarder dans notre direction. C'était une insulte ouvertement dirigée contre une femme. Je n'ai pas changé d'expression. J'ai simplement regardé attentivement Sophie et Marc, tendant ma main avec les documents. Un silence profond et glacial est tombé. 5 secondes, 10 secondes. L'air autour de nous est devenu incroyablement tendu en raison de mon calme anormalement silencieux. Incapable de supporter mon regard froid et insondable. Marc a claqué nerveusement. Vous avez l'air dégoûtante de toute façon. Puisque vous avez fini, sortez et rentrez chez vous. Il m'a arraché brutalement les documents des mains. Juste à ce moment-là, patron Marc, qu'est-ce que tout ce bruit dans le hall ? Y a-t-il un problème ? Avec une voix autoritaire, un homme plus âgé en costume impeccable avec un insigne doré brillant est apparu de l'arrière du hall. C'était le PDG David Moreau, le chef de cette firme de négoce. Il était suivi de plusieurs invités internationaux. PDG Moreau. Oh, non. Absolument pas. Marc a paniqué, repoussant Sophie et s'inclinant précipitamment. En fait, ma lente femme a apporté des documents, et je la réprimandais simplement pour son apparence peu attrayante. Je m'excuse pour le dérangement. Le regard du PDG Moreau est passé de Marc à moi. En une fraction de seconde, je n'ai pas manqué la façon dont tout le sang a quitté le visage de David Moreau, et une goutte de sueur s'est formée sur son front. Le PDG Moreau avait déjà aperçu ma véritable identité, la personne se tenant au sommet absolu du groupe Beaumont. Lors d'une réunion du conseil d'administration hautement confidentielle, j'ai regardé les yeux paniqués du PDG Moreau et j'ai secoué la tête très légèrement, presque imperceptiblement, pour que personne d'autre ne le remarque. Pression silencieuse et absolue. Ne dites pas un mot pour l'instant. Le PDG Moreau, s'efforçant de toutes ses forces de réprimer ses tremblements, s'est tourné vers Marc d'une voix tendue. Eh bien, il semble, Marc, que vous ne réalisiez pas ce que vous faites de si terrible. Mais peu importe, votre voyage à Paris est déjà gravé dans le marbre. Profitez de votre illusion vide et fragile de supériorité tant que vous le pouvez encore. Marc, n'ayant aucune idée du vrai sens de ces mots ou du fait qu'ils étaient sa condamnation à mort, a fièrement bombé le torse. Oui, merci, PDG Moreau. Sophie et moi allons briser l'ancien ordre à Paris. Oui, j'ai hâte. Le PDG Moreau est parti rapidement, presque comme s'il fuyait pour sa vie. Vous voyez, même le PDG attend de grandes choses de moi. Vous hâtez-vous et rentrez chez vous pour faire vos valises. J'ai répondu d'un bref « oui ». D'accord. Et j'ai tourné le dos au clown ridicule. Alors que je sortais par les portes automatiques du bureau, frappé par le vent froid du printemps, mon smartphone a vibré doucement. Un court message de mon fils est apparu à l'écran. Maman, les portes VIP de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et tous les préparatifs côté Paris sont complètement verrouillés. J'ai regardé l'écran et j'ai souri froidement à moi-même. Eh bien, tous les acteurs sont réunis. Maintenant, il ne reste plus qu'à les envoyer vers cette sortie désespérée. Le jour précédent le départ pour Paris était enfin arrivé par un après-midi calme avec un doux soleil printanier tombant du ciel, je marchais sur l'avenue Montaigne à Paris, luttant pour porter de lourds sacs de courses de créateurs dans les deux mains. Les sangles me rentraient douloureusement dans la peau. À quelques mètres devant, Marc et Sophie marchaient avec assurance. Utilisant les sommes massives d'argent volées à l'entreprise, ils achetaient des costumes de créateurs obscènement chers pour le vol de demain et des bijoux valant des dizaines de milliers d'euros, affirmant que c'était pour leur gala de bienvenue à Paris. Ils dépensaient de l'argent comme de l'eau.
Et, ne traînez pas. C'est un bagage crucial qui symbolisera notre brillante carrière. Si vous en ruinez ou en endommagez une partie, votre vie sans valeur ne suffira pas à compenser. Marc s'est retourné et m'a crié dessus, ignorant complètement les regards dégoûtés des autres acheteurs. Quelle vieille femme maladroite. Dès que nous atterrirons à l'aéroport de Paris, nous devons la laisser tomber immédiatement. Elle ne fera qu'entraver notre carrière parfaite. Marc. Sophie a ri vulgairement et s'est accrochée encore plus fort au bras de Marc. Je n'ai rien dit, me contentant de les suivre docilement. Il était pitoyable que le mari avec qui j'avais passé 25 ans se soit transformé en un monstre aussi ignoble. Cependant, cette virée shopping ridicule était le tout dernier jour où ils pourraient agir comme des cadres supérieurs hautains. À ce moment-là, Sophie, absorbée par l'écran de son tout nouveau smartphone, est entrée en collision avec une petite femme âgée marchant dans la direction opposée. Aïe, a crié Sophie de manière exagérée. Pendant ce temps, la femme âgée qu'elle avait bousculée a complètement perdu l'équilibre et est tombée impuissante sur le froid sol en marbre. Un mouchoir et un étui à lunettes se sont échappés de son petit sac en tissu. Dans une situation normale, la personne qui l'aurait bousculée par négligence s'excuserait immédiatement et se précipiterait pour l'aider. Cependant, ces imbéciles, dont le cœur avait été complètement consumé par l'illusion du pouvoir et de l'argent, ont fait l'inimaginable. Et, qu'est-ce que vous faites, vieille saleté ? Ma robe Chanel en édition limitée. Si vos mains sales et anciennes la touchent, elle perdra de sa valeur. Sophie a regardé la femme âgée, gémissant sur le sol comme si elle était un chien errant, lui criant dessus avec un mépris impitoyable. De plus, Marc s'est avancé agressivement devant la femme âgée, pointant son doigt de manière menaçante vers son épaule fragile. Et, vieille femme, qu'avez-vous fait à ma partenaire préférée ? Demain, je deviens directeur de succursale à Paris. Je suis l'une des élites choisies. Est-ce que vous, une vieille bique sans valeur, pensez avoir le droit de respirer le même air que nous, les citoyens de la classe supérieure ? Mettez-vous à genoux tout de suite et léchez la semelle de nos chaussures en guise d'excuse. Une insulte flagrante, absolument inacceptable, excessivement cruelle et sans cœur. Les acheteurs tout autour se sont arrêtés et ont commencé à chuchoter. Cependant, personne n'a osé intervenir. Intimidé par le comportement dérangé et maniaque de Marc. Sans hésitation, j'ai laissé tomber les sacs de courses de créateurs d'une valeur de milliers d'euros sur le sol en marbre. Ah, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez endommagé nos choses importantes. Ignorant complètement les cris de Marc, j'ai marché calmement et silencieusement vers la femme âgée sur le sol. J'ai soigneusement ramassé ses affaires, qui avaient presque été écrasées par les talons hauts de Sophie, et j'ai doucement soutenu son dos, l'aidant à se relever. Un silence profond et glacial est tombé. J'ai doucement épousseté le manteau de cachemire vintage discret mais incroyablement cher de la femme âgée. Puis je me suis retourné et j'ai regardé directement Marc et Sophie, qui criaient comme des fous. Sous mon regard insondable, froid et perçant, ils se sont tus un instant et ont reculé comme s'ils étaient effrayés. « Êtes-vous blessé ?» j'ai demandé doucement. La femme âgée a souri gentiment, mais avec une dignité stupéfiante. « Je vais bien, merci. » Cependant, ce sont des singes assez arrogants et pathétiques. Au moment où j'ai entendu la voix calme de la femme âgée, j'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Bien que personne autour ne l'ait remarqué à cause de sa tenue modeste, cette femme âgée n'était autre qu'Éléonore Mercier, une magnate française de l'immobilier de 78 ans avec des avoirs massifs à Paris et une alliée critique de longue date de Beaumont Global Holdings. Elle avait voyagé secrètement à Lyon pour une visite confidentielle, et à ma demande, elle avait pris en charge tous les arrangements pour une tâche spécifique à Paris. C'était la personne la plus puissante et la plus inattendue qu'ils auraient pu rencontrer. Et, qui traitez-vous de singe, vieille folle stupide ? Marc est entré dans une rage folle et a essayé de la saisir. Cependant, Éléonore Mercier, complètement imperturbable, a chuchoté doucement mais clairement et froidement à mon oreille. « Rachel, ma chère, ce sont les minables désespérés dont vous m'avez parlé ? Ne vous inquiétez pas. Le magnifique hôtel particulier avec piscine où ils pensent vivre à Paris. J'ai utilisé mon autorité pour le déclasser au pire état imaginable. Le vol de demain va être vraiment amusant. » Marc et Sophie, ignorant le vrai sens de ces mots, ou que la simple femme âgée devant eux était la dirigeante absolue tenant leur destin à Paris entre ses mains, se sont contentés de nous rabrouer. Vous avez toutes les deux l'air dégoûtantes. Dépêchez-vous de marcher. Ils sont partis en courant,
me forçant à ramasser les bagages. Je me suis profondément incliné devant Éléonore Mercier en profonde gratitude, et portant à nouveau les sacs lourds, j'ai suivi les imbéciles. Leur humanité était complètement pourrie. Lors de leur test final, ils ont fait le pire choix possible. Il n'y avait plus de place pour la compassion. Demain était le jour du vol fatidique. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Terminal 1. Ce serait la dernière station de leur vaine gloire et le point de départ de leur enfer sans fin. Eh bien, Marc, je vais vous accompagner à la plus grande célébration de votre vie, ai-je chuchoté doucement à moi-même et j'ai avancé avec assurance dans le froid crépuscule printanier. Fin mars, un matin ensoleillé et brillant sous un ciel bleu perçant. Nous sommes enfin arrivés au terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le site de la dernière bataille fatidique. Le vaste hall de départ était rempli de l'enthousiasme des touristes partant à l'étranger et du bruit sec des valises roulant sur le sol. Regarde, Sophie, notre rêve français commence ici. Je parie qu'il déroule le tapis rouge pour moi, le nouveau directeur de succursale, en ce moment même. Au centre du hall, Marc et sa maîtresse Sophie jubilaient bruyamment comme des enfants dans un parc d'attractions, complètement inconscients des regards critiques de tout le monde autour d'eux. À leurs pieds se trouvaient plusieurs énormes valises de créateurs flambant neufs achetés la veille avec des fonds d'entreprise illégalement obtenus, symbolisant leur vanité vide. Moi, ayant porté leur sac avec les sangles me rentrant dans les deux mains, je me tenais seul à quelques mètres d'eux. Mon seul bagage était un unique vieux sac de sport délavé posé à mes pieds. Et, ne soyez pas si lente. Dépêchez-vous de traîner ces lourds sacs au comptoir de la classe économique. Marc s'est retourné, agitant la main avec arrogance comme s'il chassait un chien ennuyeux. Nous, l'élite choisie, allons maintenant nous enregistrer élégamment au comptoir VIP de la première classe. Vous, vieille big sale et périmée. Tenez-vous là-bas dans la file d'attente pour la classe inférieure et attendez autant d'heures qu'il faudra. Et ne me laissez jamais vous apercevoir. Dieu nous préserve que votre aura de perdante misérable ne déteigne sur nous. Ah! Une insulte flagrante, malveillante et cruelle qui est restée constante jusqu'à la fin amère. Les passagers qui passaient me lançaient des regards de pitié et des regards de mépris à Marc et Sophie, chuchotant doucement entre eux. Cependant, j'ai simplement serré la poignée du sac lourd et n'ai rien dit. Silence profond et glacial. J'ai regardé attentivement Marc et Sophie, dont les visages ridicules étaient ivres de pouvoir. Un long et lourd silence. Dérangé par mon étrange calme et mon silence menaçant sans la moindre objection, Marc a semblé ressentir un éclair d'irritation et d'anxiété. Pourquoi cette femme ne montre-t-elle aucun désespoir? Je suis censé être en position de domination absolue. Quelle femme étrange. Allons-y, Sophie. Laissez-la. Il a craché brutalement, et les deux ont marché avec empressement vers l'enregistrement VIP. À ce moment-là, Madame Beaumont. Un jeune homme se frayant un chemin à travers la foule, a couru vers nous, à bout de souffle. C'était Mathieu, le subordonné qui avait récemment risqué sa carrière pour me remettre la clé USB avec les preuves décisives du détournement de fonds de Marc. Aujourd'hui, c'était un matin de semaine. Il aurait absolument dû être au travail. Pourtant, il avait pris un jour de congé et s'était précipité jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle juste pour me dire au revoir, même si je cachais ma véritable identité. Mathieu, qu'est-ce que vous faites ici? Alors que mes yeux s'écarquillaient de surprise, Mathieu a rapidement pris les sacs lourds qui me rentraient dans les mains et a dit, « S'il vous plaît, laissez-moi les porter. » Il s'est profondément incliné. « Madame, voici un macchiato caramel chaud que j'ai acheté en chemin. Vous devez être épuisé d'avoir porté tous ces lourds bagages depuis tôt le matin. S'il vous plaît, buvez-en. » La tasse chaude que Mathieu m'a tendue était aussi chaude que sa sincérité. Puis il a sorti une petite pochette en tissu de la poche de sa veste et l'a soigneusement placée dans ma main. Et ceci. Ceci est un porte-bonheur pour la protection que j'ai acheté dans une petite église de ma ville natale. Je prie de tout mon cœur pour que votre vie à Paris soit paisible et au moins un peu heureuse sans que le patron Marc ne vous harcèle. Je ne suis qu'un simple employé. Je ne peux pas faire grand-chose, mais je prie pour vous du fond du cœur. Il n'y avait aucune formalité d'entreprise obligatoire envers la femme d'un patron. Dans ces mots, seulement une véritable attention et la profonde gentillesse d'une bonne personne. Un jeune homme qui, malgré le fait de travailler sous un homme comme Marc, qui léchait les bottes du pouvoir et vendait son âme pour l'argent, n'avait jamais été souillé par cette saleté et avait conservé un cœur pur. J'ai senti la gentillesse inconditionnelle de Mathieu se répandre dans mon cœur,
qui avait été complètement gelé par la colère et le dégoût comme le soleil de printemps. Merci, Mathieu. Je n'oublierai jamais votre gentillesse directe. Juste après que j'ai accepté le café avec un sourire de gratitude sincère, un cri perçant a résonné au loin. Marc. Eh, qu'est-ce que vous faites ici? Marc, qui était censé se diriger vers le comptoir VIP, a brusquement changé de direction et est revenu bruyamment vers nous. Sophie le suivait avec une expression agacée. Ah, vous êtes venu spécialement pour me dire au revoir pour mon brillant voyage à Paris. Bon travail. Assez audacieux pour un employé de bas niveau. Eh bien, puisque vous êtes ici, portez nos lourds sacs. À ce point, vous n'avez pas d'autre choix que de vous accrocher à ma gloire incroyable. Après tout, je vais connaître un succès massif en Europe. Allez, dépêchez-vous. Au moment où Marc a tendu le bras avec arrogance pour pousser l'épaule de Mathieu, avec une vivacité froide et furieuse inimaginable pour sa nature généralement douce, a violemment repoussé la main de Marc. Ne me touchez pas, boss. Marc, qu'est-ce que vous avez dit? Je ne suis pas venu ici pour dire au revoir à un minable comme vous. Un homme qui vole sans vergogne l'argent de l'entreprise et traite sa femme de nombreuses années comme des ordures. Je suis venu ici aujourd'hui pour dire au revoir à une personne vraiment formidable que je respecte profondément alors qu'elle commence son nouveau voyage. Face à la détermination de Mathieu et à sa résistance inattendue, Marc a complètement perdu ses mots et est resté bouche bée. Êtes-vous fou? Je suis le futur directeur de succursale à Paris. Je peux faire virer un minable sans valeur comme vous en un clin d'œil avec mon autorité. Le visage de Marc est devenu rouge et il a essayé de crier sur Mathieu, ayant l'air de vouloir le frapper. Juste à ce moment-là, l'écran de mon smartphone s'est allumé brillamment dans la poche de mon manteau, et avec une douce vibration, un court message est arrivé. L'expéditeur était Antoine, le directeur général de Beaumont Global Holdings, et mon confident. Mademoiselle Beaumont, les deux cibles sont entrées dans la zone d'enregistrement. L'annulation totale des cartes d'embarquement des cibles et les préparatifs pour la réception spéciale au comptoir VIP sont entièrement finalisés. Nous pouvons commencer l'opération finale à tout moment. J'ai tranquillement fermé l'écran, montrant ce rapport décisif, et j'ai souri gentiment à Mathieu, comme une madone. Merci beaucoup, Mathieu. Mais ne vous inquiétez pas. Ni sa nomination en tant que directeur de succursale à Paris ni votre licenciement injuste n'arriveront jamais. En entendant mes mots soudainement trop confiants et mystérieux, Mathieu a retenu son souffle. Marc, confus, a froncé les sourcils. Eh bien, Marc, s'il vous plaît, dépêchez-vous d'aller à votre comptoir VIP tant vanté et de vous enregistrer. Allez voir de vos propres yeux si ce billet de première classe dont vous avez rêvé est réellement valide. En disant cela, je l'ai lentement regardé avec un sourire froid, insondable et terrifiant, comme un gardien en voyant un criminel pathétique à la potence. Enfin, les mâchoires de l'énorme piège que j'avais tendu sous l'eau étaient sur le point de s'enfoncer profondément dans le cou de ces imbéciles ignorants. Eh bien, Sophie, c'est le début de notre brillant traitement VIP. Au terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, Marc et Sophie se sont dirigés avec assurance vers le comptoir d'enregistrement de première classe, qui était bordé d'un tapis rouge. Ignorant la longue file d'attente de passagers ordinaires, les deux ont ri bruyamment, savourant leur sentiment de supériorité. Mathieu et moi avons tranquillement observé leur dos ridicule à distance. Vite, préparez les meilleures places pour ma partenaire estimée, Sophie, et moi, et bien sûr, une coupe de champagne de bienvenue. Ah! Marc a jeté son passeport et sa confirmation de vol sur le comptoir avec arrogance, donnant des ordres à l'agent comme à un serviteur. Sophie a également ajouté « Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des gens désœuvrés qui ont du temps à perdre. » Elle a appuyé ses coudes sur le comptoir, pressant le personnel. « Monsieur Sterling et Mademoiselle Sophie, veuillez patienter un instant. » L'agent d'enregistrement expérimenté, sans changer son expression à leur comportement impoli, a commencé à saisir précisément leurs informations dans le terminal. Cependant, quelques secondes plus tard, un signal d'erreur froid et sans âme a retenti du système VIP. Le visage de l'agent s'est légèrement tordu. Ses doigts ont cessé de taper sur le clavier. « Ah, je suis incroyablement désolé, mais ces billets d'avion ont déjà été annulés. » « Quoi? Annulés? » Le cri de Marc a résonné dans la zone VIP silencieuse. Quel genre de blague est-ce? Je suis un cadre d'élite voyageant à Paris en tant que directeur de succursale. C'est une erreur système.
Arrêtez d'utiliser ces machines défectueuses. Imprimez mon billet manuellement tout de suite. Je pourrais faire virer un simple employé comme vous instantanément avec mon pouvoir. Une humiliation et une insulte flagrante. Les clients VIP environnants les ont simultanément regardés avec dédain. Mais Marc, inconscient, est devenu encore plus déchaîné et a commencé à frapper le comptoir. Je me tenais à l'ombre d'un pilier à une certaine distance, observant la scène se dérouler dans un silence profond et glacial. Mathieu a également pris une profonde inspiration, regardant Marc comme s'il était témoin de quelque chose d'incompréhensible. « Marc, qu'est-ce qui se passe ? Je veux me dépêcher et manger du caviar dans le salon. Quelle compagnie aérienne inutile. Alors réservez-moi immédiatement vos 2 suites de première classe les plus chères. J'ai beaucoup d'argent. » Marc a craché les mots et a brutalement claqué une carte de crédit noire brillante sur le comptoir. C'était la carte de cadre d'entreprise qu'il avait reçue de l'entreprise. La même carte magique qui était la source de son détournement de fonds. Chargez-la sur cette carte. Allez, passez-la rapidement. L'agent, l'air mal à l'aise, a pris la carte et l'a passée dans le terminal de paiement. Cependant, un bip d'erreur plus long et plus inquiétant a retenti. Nous nous excusons. Cette carte de crédit est actuellement bloquée et nous ne pouvons pas traiter le paiement. Le code d'erreur affiche un avertissement pour fraude massive suspectée de la part de la banque émettrice. Quoi ? Bloqué. Fraude ? Le sang a instantanément quitté le visage de Marc, visible même à distance. Sophie a également laissé échapper un bruit stupide. Et, c'est impossible. Pas question. Réessayez. Autant de fois qu'il le faudra. Cette machine est cassée. Marc, paniqué, a commencé à crier comme un fou. À ce moment-là, monsieur, pourriez-vous s'il vous plaît vous abstenir d'insulter davantage notre personnel ? Du bureau VIP à l'arrière, un homme plus âgé en uniforme impeccable avec un badge doré brillant est sorti. C'était le chef de terminal en charge de toute l'opération. À l'apparition inattendue d'un haut fonctionnaire, tout le personnel s'est immédiatement mis au garde à vous. Ah, donc vous êtes le directeur. Parfait. Virez cet employé incompétent immédiatement. Quel genre de harcèlement est-ce ? Mon billet est annulé et ma carte ne fonctionne pas. Le chef de terminal a regardé le Marc furieux avec un regard glacial et a parlé calmement mais avec une autorité absolue. Ce n'est pas du harcèlement, monsieur Sterling. Il y a 1 heure, les services juridiques et d'audit de votre société mère nous ont contactés directement concernant une affaire urgente. Quoi ? Juridique et audit. Votre transfert à Paris a été complètement annulé officiellement par décision de l'entreprise. Par conséquent, les billets d'avion émis par l'entreprise ont été annulés et la carte de crédit de l'entreprise a été immédiatement gelée. De plus, le chef de terminal a jeté un coup d'œil à la montagne de valises de créateurs coûteuses aux pieds de Marc et a continué. Nous avons été informés qu'une enquête conjointe avec les forces de l'ordre a commencé concernant le détournement de millions d'euros de fonds de l'entreprise. C'est probablement pourquoi l'alerte de fraude a été déclenchée sur la carte. Détournement de fonds. Force de l'ordre. Les jambes de Marc ont cédé et il a failli s'effondrer sur le sol. Sophie, le visage tordu de terreur, a crié « Oh mon Dieu, je ne sais rien ». Marc a tout fait lui-même. À moitié hystérique, elle s'est éloignée de lui. Attendez, c'est un mensonge. C'est une sorte d'erreur. J'ai un filet de sécurité absolu. Oui, Rachel. Cette femme doit avoir ses économies. Marc, les yeux roulant follement de désespoir, m'a aperçu debout loin dans le terminal. Et, Rachel, ne restez pas là. Venez ici. Sortez toutes vos cartes de débit et achetez-moi un billet tout de suite. Devant une foule de passagers, le mari pathétique m'a crié dessus, donnant des ordres. J'ai lentement émergé de derrière le pilier. Puis le chef de terminal, me voyant, a fait l'impensable. Il a complètement ignoré Marc, s'est dirigé droit vers moi et s'est incliné profondément à 90 degrés, comme s'il saluait la royauté. Nous vous attendions, mademoiselle Beaumont. Toutes les préparations ont été effectuées selon vos instructions exactes. En cet instant, le visage de Marc s'est tordu de pur désespoir. Beaumont, mademoiselle Beaumont, qu'êtes-vous ? J'ai regardé Marc et j'ai souri, le sourire le plus beau mais aussi le plus cruel que j'ai porté en 25 ans. Eh bien, alors les portes du véritable enfer s'entr'ouvrent enfin. Mademoiselle Beaumont, quel genre de blague stupide est-ce ?
Le cri de Marc a percé l'air dans le hall VIP de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, résonnant silencieusement dans le vide. Il a craché sur le directeur, les yeux exorbités. Cette femme est ma femme, Rachel. Ce n'est qu'une femme au foyer usé et sans valeur. Comment pourrait-elle faire partie de la famille Beaumont, l'une des dynasties d'entreprises les plus riches de France? Vous avez fait une erreur. Donnez-moi mon billet tout de suite. Une insulte ouverte et honteuse. Marc, incapable d'accepter la réalité et s'accrochant désespérément aux illusions qui s'effondraient sous ses pieds, a continué à me lancer de viles insultes devant une foule de gens. Je n'ai rien dit. Je suis simplement resté là dans un silence profond et glacial, regardant le clown pathétique. Un silence lourd et tendu, déconcerté par mon calme absolu inébranlable et la vue bizarre du directeur restant incliné en soumission totale, les dernières gouttes de sang ont quitté le visage de Marc et ses lèvres ont commencé à trembler. Rachel, dit quelque chose. Et, c'est une farce, n'est-ce pas? Juste à ce moment-là. Non, ce n'est pas une farce, monsieur Sterling. Vos illusions vides se terminent ici. Les portes automatiques se sont ouvertes et dans la zone VIP lumineuse sont entrés plusieurs hommes en costumes impeccables avec des regards perçants, complètement déplacés dans un aéroport. À leur tête se trouvait Antoine, le directeur général de Beaumont Global Holdings, et mon confident. Juste derrière lui se trouvaient 3 agents de police en uniforme, leurs visages mortellement sérieux. Antoine, pourquoi le directeur général de la société mère est-il ici et avec les flics? À l'apparition soudaine de ces figures intimidantes, Marc est tombé en pleine panique, trébuchant en arrière et faillissant s'évanouir. Antoine est passé juste devant lui, s'approchant de moi, et s'est incliné profondément et respectueusement, tout comme le chef de terminal. Mademoiselle Rachel, je suis désolé pour le retard. Nous sommes arrivés avec les détectives pour prendre ces individus en garde à vue. Merci, Antoine. Tout se passe comme prévu? Quand j'ai donné ma courte réponse, Antoine s'est retourné et a lancé à Marc un regard aussi froid que s'il regardait des ordures. Marc Sterling. Au cours des 3 dernières années, vous avez illégalement détourné des fonds d'entreprise totalisant près de 2 millions d'euros en utilisant des fournisseurs fictifs. De plus, ces fonds ont été utilisés pour des divertissements personnels, des cadeaux pour votre maîtresse et le financement d'un poste fictif de directeur de succursale à Paris qui n'existe absolument pas. Toutes les preuves décisives ont déjà été remises aux autorités par notre service juridique. Poste fictif. Quel genre de bêtise est-ce? J'ai été personnellement nommé par le PDG Moreau. Le PDG Moreau savait aussi tout. Il vous a seulement permis d'agir afin que nous puissions exposer pleinement votre véritable caractère pourri. Tout cela était par décret de mademoiselle Rachel Beaumont, l'actionnaire majoritaire de Beaumont Global Holdings et la véritable propriétaire de tout l'empire. Un rebondissement choquant. L'homme qui pensait diriger l'entreprise n'avait en fait que ridiculement dansé dans la paume de la main de la femme qu'il méprisait le plus. Face à la véritable structure de pouvoir absolu, Marc ne pouvait que remuer les lèvres comme un poisson mourant. C'est un mensonge. Cela ne peut pas arriver. Il est tombé à genoux, se tenant la tête. Juste à ce moment-là, Sophie, qui avait été silencieusement regarder la scène se dérouler, a soudainement fait l'inimaginable. La couleur a quitté son visage alors qu'elle bondissait loin de Marc et commençait à crier comme une folle aux policiers. Je suis une victime. Cet homme m'a forcé. Je n'avais aucune idée qu'il utilisait de l'argent volé de l'entreprise. Quoi? Sophie, juste hier, vous étiez si douce, me disant à quel point vous m'aimiez. Ne me touchez pas, sale voleur. Vous avez tout fait vous-même. J'ai seulement fait semblant de vous aimer parce que vous m'achetiez des choses chères. Je n'ai jamais aimé un vieil homme sans valeur comme vous. J'ai toujours eu la nausée rien qu'à être près de vous. Des insultes impitoyables ont jailli de la bouche de Sophie. C'était une trahison honteusement audacieuse de la part de la femme qui, la veille encore, jouait le rôle de la partenaire bien-aimée du futur directeur de succursale. Frappé par cette trahison soudaine et vicieuse, le visage de Marc s'est tordu d'un tel désespoir que ses yeux ont pratiquement roulé dans sa tête. Officier, s'il vous plaît, arrêtez cet homme immédiatement. Je n'ai rien à voir avec ça. Avec ces mots, elle a attrapé son passeport et son sac à main de créateur, a abandonné Marc et a essayé de sprinter vers la sortie. Cependant, son chemin a été impitoyablement bloqué par les détectives costauds agissant sur un signal d'Antoine. Laissez-moi partir. Je suis une victime. J'ai un brillant avenir devant moi. Sophie,
vous êtes aussi une complice. Tous les articles de créateurs et les bijoux d'une valeur de dizaines de milliers d'euros que vous avez reçus ont été achetés avec des fonds détournés. De plus, nous avons tous les emails prouvant que vous avez activement aidé Monsieur Sterling dans ses opérations frauduleuses grâce aux preuves fournies par Mathieu ici. En entendant le verdict glacial d'Antoine, Sophie a hurlé. C'est un mensonge. Elle s'est effondrée sur le sol, sanglotant amèrement. Un agent de police s'est lentement approché de Mark et lui a fermement saisi les deux bras. Mark Sterling, nous devons vous emmener au commissariat pour suspicion de grand larcin et de détournement de fonds d'entreprise. Fermement maîtrisé, Mark, sanglotant et essuyant ses larmes et sa morve, m'a regardé avec des yeux suppliants. Il n'y avait plus une seule goutte de son arrogance ou de sa supériorité d'antan dans son regard. Seulement une terreur pure et une supplication pathétique. Rachel, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes la chef du groupe Beaumont. Avec votre immense pouvoir, vous pouvez arrêter la police. Oui, nous sommes mari et femme. Je vous aime de tout mon cœur, Rachel. Vous êtes mon seul espoir. C'était la tromperie insondable et la stupidité d'un homme qui, ayant atteint une impasse totale, me suppliait d'amour pour la toute première fois. J'ai lentement marché vers lui et j'ai chuchoté d'une voix glaciale que seul lui pouvait entendre. Oui, je pourrais vous aider, mais Marc, il vous reste encore un cadeau spécial de mes très puissants amis français. Le visage de Marc s'est tordu d'une horreur incompréhensible. Immédiatement après, mon smartphone dans la poche de mon manteau a commencé à sonner bruyamment, comme s'il anticipait ce moment désespéré. L'écran affichait un identifiant d'appel international. Le message final de mon fils Guillaume qui attendait à Paris, la sonnerie forte du smartphone. J'ai lentement appuyé sur le bouton de réponse juste devant Marc, qui était fermement retenu par la police sur ordre d'Antoine, pâle comme un fantôme et tremblant. J'ai mis le haut-parleur pour que tout le monde autour puisse entendre. Bonjour, maman. Il semble que tout se soit parfaitement passé du côté de Lyon, comme prévu. J'ai confirmé le statut du vol entrant et reçu le compte rendu du service juridique. La voix profonde et confiante de mon fils unique, Guillaume, qui était stationné à Paris, a résonné du haut-parleur dans le hall. Guillaume, pourquoi est-ce sa voix? Marc, toujours retenu par la police, a regardé mon téléphone avec une expression stupide, comme s'il regardait quelque chose de complètement impossible, ne saisissant pas pleinement sa situation désespérée, il a crié de toutes ses forces, « Guillaume. N'êtes-vous pas juste un minable sans valeur travaillant un travail sans issue à Paris? Sauvez-moi tout de suite. Votre grand-père est injustement arrêté à cause d'une erreur. Un bon à rien au chômage comme vous. Je vous embaucherai comme une faveur spéciale une fois que je serai directeur de succursale à Paris. Appelez un avocat local tout de suite et faites quelque chose. » Une insulte flagrante et comme toujours incroyablement inappropriée. La stupidité insondable d'un homme qui, même alors que son monde s'effondrait complètement sous ses pieds, continuait à humilier son fils par-delà l'océan. Je n'ai pas changé d'expression. J'ai simplement maintenu un silence profond et glacial, un silence long, lourd et suffocant. Dérangé par mon silence extraordinaire sans la moindre objection et le fait que je me contentais de le regarder froidement. Marc a progressivement commencé à paniquer, les policiers environnants et Antoine ont observé les dernières convulsions du clown pathétique avec un détachement silencieux et froid. Puis un rire aussi froid qu'une lame de couteau a émané du haut-parleur. Bon à rien, dites-vous? Comme toujours, il ne voit que la réalité qui lui convient. Quel homme pathétique et ridicule. Mark Sterling, ce poste brillant de directeur de succursale à Paris dont vous rêviez n'était rien de plus qu'un appât. J'ai personnellement ordonné au RH de l'inventer juste pour vous piéger. Quoi? Vous l'avez ordonné? Ne dites pas de bêtises. Je suppose que nous devons nous présenter correctement. Je suis Guillaume Beaumont, le plus jeune directeur régional de Beaumont Global Holdings en Europe, supervisant tous les projets transatlantiques. Et votre femme, la femme que vous avez méprisée si longtemps, la traitant de vieille bique périmée et sans valeur, est la dirigeante suprême de cet empire et son actionnaire majoritaire, et je suis son héritier légal. Directeur Gu. Vous êtes mon fils. Les yeux de Marc ont tremblé et sa mâchoire est tombée de pur choc. Un rebondissement choquant. Le fils qu'il avait méprisé pendant des années, le considérant comme un échec qui n'avait pas hérité de ses soi-disant brillantes capacités, était en fait un dirigeant absolu se tenant au sommet du monde, tenant complètement la vie et la mort de Marc entre ses mains. Alors, voici mon rapport final sur la résolution de votre gâchis.
Ce penthouse de luxe avec piscine privée dans le Marais que vous avez loué en utilisant des millions et de l'argent volé à l'entreprise. J'ai transféré le contrat entièrement à votre nom personnel, Marc. J'ai finalisé les formalités administratives avec le service juridique local aujourd'hui afin qu'ils perçoivent immédiatement la pénalité de 1,5 million d'euros pour annulation du bail. Bien sûr, l'entreprise n'en paiera pas un seul centime. C'est entièrement votre dette personnelle absolue. 1,5 million d'euros ? C'est un mensonge. Je n'ai pas cet argent. De plus, vous souvenez-vous de cette petite femme âgée que vous avez bousculée et insultée hier dans ce grand magasin de Paris avec Sophie ? C'était Éléonore Mercier, une magnate française de l'immobilier avec des avoirs massifs à Paris et l'allié la plus cruciale de notre groupe Beaumont. Parce de sa furie, vous avez été définitivement mis sur liste noire de toutes les propriétés immobilières habitables à Paris. Le seul endroit qui vous reste est une pièce délabrée et sans fenêtre dans le bidonville le plus dangereux de la banlieue parisienne. Et ce bail a déjà été signé en votre nom pour une année entière. Il ne vous reste nulle part où fuir. Nulle part dans le monde. Ah. Les jambes de Marc ont complètement cédé et il s'est effondré faiblement sur le sol en marbre. Si la police ne l'avait pas soutenu, il aurait simplement frappé le sol. Tous ces articles de créateurs que vous avez achetés avec de l'argent volé, qui sont actuellement à vos pieds, seront immédiatement confisqués par le service juridique pour couvrir les dommages. Vous n'avez plus de statut, d'argent, de maison ou de famille. Vous n'avez rien d'autre qu'une dette massive que vous ne pourrez pas rembourser de toute votre vie et la honteuse marque d'un criminel condamné qui a volé ce qui ne lui appartenait pas pourrissé dans une cellule de béton froid pendant que vous comprenez le poids de vos crimes. Le verdict impitoyable a résonné froidement dans le hall et l'appel s'est brusquement terminé par un bip électronique sans âme. Bip bip. Non. Non. Rachel. Rachel. S'il vous plaît. J'avais tort. J'ai tout fait de travers. Pardonnez-moi. Je vous aime. Soutenez-moi comme avant. Vous êtes mon seul espoir. Marc, que la police traînait pratiquement, sanglotait, essuyant ses larmes et sa morve en rampant sur le sol, tendant désespérément la main pour m'agripper les jambes. Son visage était couvert de morve et de larmes. Et il ne restait plus une seule goutte de son ancienne arrogance d'élite. S'il vous plaît, Rachel, ne m'abandonnez pas. Ne les laissez pas m'arrêter. Oh, d'accord. Ma mère. Ma mère sera dévastée. Je suis son seul fils. Allez-vous vraiment abandonner ma vieille mère misérable ? Vous avez encore un cœur, n'est-ce pas ? Poussé dans un coin, il a finalement essayé d'exploiter ma compassion. Se cachant derrière la mère qu'il avait gâtée à l'extrême. La tromperie insondable d'un homme qui s'abaisserait à de telles profondeurs lâches. J'ai regardé froidement Marc sanglotant et j'ai relevé les coins de mes lèvres, affichant le sourire le plus cruel du monde. Colette. Oui, bien sûr. Elle a aussi cru aveuglément que vous réussiriez brillamment à Paris, m'a humilié impitoyablement comme une domestique non rémunérée et vous a joyeusement dit au revoir. J'ai lentement avancé vers lui et j'ai chuchoté la vérité tranquillement à l'oreille de Marc tremblant. En fait, j'ai aussi un message spécial pour Colette. Je parie qu'en ce moment, dans cette magnifique maison où Colette est assise toute seule, quelque chose de terrible se passe. Qu'avez-vous fait à ma mère ? Le cri désespéré de Marc a résonné dans le spacieux hall de l'aéroport. Marc, rampant sur le froid sol en marbre de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en larmes et en morve, continuait à s'accrocher pathétiquement à la vie. Derrière son dos, mon smartphone a vibré silencieusement dans la poche de mon manteau à nouveau. L'écran affichait le nom Colette. Je me suis tranquillement accroupi devant Marc, qui était fermement immobilisé par la police. J'ai lentement appuyé sur le bouton de réponse et j'ai mis le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Et, Rachel, où êtes-vous en ce moment ? Et qu'est-ce que vous faites ? Dès que l'appel a été connecté, la voix perçante de Colette a explosé du haut-parleur avec une force suffisante pour briser les tympans. Revenez immédiatement à la maison. Plusieurs hommes en costume noir qui ressemblent à des mafieux viennent d'entrer de force dans la maison. Ils disent que ce n'est pas notre maison et me disent de partir tout de suite. Avez-vous foiré des papiers importants de Marc ? Colette, sa parole trébuchant de colère et de panique, a essayé de rejeter toute la faute sur moi juste comme elle le faisait toujours et a continué à cracher des mots dégoûtants et cruels. Vous avez toujours été une femme inutile, incompétente, pauvre et sans éducation issue d'un milieu social inférieur. Notre talentueux Marc va connaître un succès massif à Paris. Et notre famille va rejoindre la véritable élite.
Une femme sans valeur comme vous, je le ferai divorcer immédiatement, et je vous jetterai dans le caniveau, revenez ici tout de suite, mettez-vous à genoux et mettez ces hommes dehors. Un mépris et une insulte flagrants et profondément enracinés, inchangés jusqu'à la fin amère. Tenant le smartphone, je n'ai pas du tout changé d'expression. J'ai simplement maintenu un silence profond et glacial, un silence long, lourd et suffocant. Les policiers dans le spacieux hall VIP, le personnel de l'aéroport et les touristes regardant de loin, tous ont écouté les cris de la vieille femme folle avec un dégoût froid. Dérangé par mon silence extraordinaire sans la moindre objection, Marc, tremblant sur le sol, a progressivement tordu son visage d'une terreur invisible. Ce n'est pas une erreur, Colette. Et ces hommes en costume noir ne sont pas des mafieux. Ce sont des agents d'élite très compétents de la division de gestion immobilière de Beaumont Global Holdings. Beaumont? Quel genre de bêtises racontez-vous? Cette maison est le domaine familial qui se transmet de génération en génération. Une mendiante comme vous n'a pas le droit de parler ainsi. Un fier domaine familial, dites-vous. Comme c'est ridicule. Vous ne savez toujours pas le véritable enfer qui a frappé votre famille il y a 25 ans. À mes mots froids, coupant comme une lame de couteau. Colette, à l'autre bout de la ligne, a tressailli. Marc, rampant sur le sol, m'a également regardé avec des yeux écarquillés. Il y a 25 ans, Colette, vous savez que votre défunt mari a dirigé une entreprise, a échoué et est tombé dans une dette massive, n'est-ce pas? Il y a 25 ans, quand votre mari est mort d'épuisement, votre famille s'est retrouvée avec une dette massive dépassant les 2 millions d'euros. Naturellement, la maison a fait l'objet de recouvrements agressifs par les créanciers et était sur le point d'être saisie. À cette époque, votre fils Marc, qui fréquentait une université prestigieuse, aurait été forcé d'abandonner et de faire un travail physique éreintant ou de fuir au milieu de la nuit pour échapper aux usuriers. Votre famille était complètement ruinée, au plus bas. Quel genre de bêtise est-ce? Les dettes ont été entièrement remboursées par le merveilleux ami de mon mari, un généreux bienfaiteur qui... Exactement. Ce bienfaiteur anonyme qui a complètement remboursé les dettes de votre famille, a racheté cette maison pour une somme massive alors qu'elle était sur le point d'être saisie. Et a arrangé les choses pour que vous puissiez continuer à vivre à votre niveau de vie habituel sans vous soucier des commérages des voisins. Ce n'était autre que mon défunt père, alors président du groupe Beaumont. Oui, parce que je suis tombée amoureuse de Marc. Il était maladroit à l'époque, mais sincère, et il essayait désespérément de vous protéger, vous qui souffriez de la dette. Il était prêt à sacrifier sa propre vie pour travailler afin de s'assurer que sa fierté masculine ne serait jamais blessée. J'ai caché mon identité et j'ai supplié mon père en larmes. Il a secrètement remboursé toutes les dettes de votre famille en utilisant sa propre fortune personnelle massive. En d'autres termes, ce domaine massif que vous considérez comme votre légitime maison est ma propriété personnelle, celle de Rachel Beaumont, depuis 25 ans. Face à un secret du passé aussi choquant et véridique, Colette a murmuré au téléphone, « Oh, mensonge. Ce ne peut pas être vrai. » Elle a complètement perdu ses mots. Et Marc, à genoux devant moi, était si pâle qu'il n'y avait plus une goutte de sang dans son visage. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. Sa fierté d'élite absolue, sa famille riche, son passé brillant, tout cela n'était qu'un château de sable fragile construit sur la fortune insondable, rusée et massive de la vieille bique périmée qu'il méprisait le plus. À ce moment-là, une voix inattendue, calme et professionnelle est venue du combiné. Mademoiselle Beaumont, ici Davis, chef de la gestion immobilière. L'avis d'expulsion, ainsi que la preuve de propriété et toutes les procédures nécessaires, ont été complétées. Merci, Davis. Colette, avez-vous entendu cela? Je vous ai permis de vivre gratuitement dans ce manoir pendant de nombreuses années. Cependant, en raison de vos insultes constantes dégradant ma dignité humaine et de la grave trahison de Marc impliquant le détournement de fonds d'entreprise, le contrat de location est résilié immédiatement. À compter d'aujourd'hui, vous avez 1 heure pour quitter ma propriété, en n'emportant que vos effets personnels. Non. Non. C'est un mensonge. Un mensonge. Je suis désolé, Rachel. J'avais tort. Je m'excuse. Vous êtes la meilleure femme du monde. S'il vous plaît, ne laissez pas une vieille femme sans abri. Aidez-moi, Marc. Alors que les cris désespérés et terrifiés de Colette résonnaient dans le hall depuis le haut-parleur, j'ai appuyé sans émotion et froidement sur le bouton de fin d'appel du smartphone. Avec un bip électronique sans âme, le silence est revenu une fois de plus.
Les yeux de Marc étaient grands ouverts, roulant pratiquement en arrière, et son corps tremblait violemment. Il semblait qu'il ne pouvait plus prononcer un seul mot. C'était le moment où toute sa vie, qu'il croyait avoir construite lui-même, s'est complètement effondrée jusqu'à ses fondations, et il a littéralement tout perdu. Mark Sterling, c'est le prix à payer pour m'avoir trahi, pour vous être vautré dans une fierté stupide et pour avoir perdu votre humanité. Eh bien, messieurs les agents, emmenez cet homme. Quand je l'ai regardé froidement et que j'ai donné l'ordre, les agents de police ont brutalement tordu les bras de Mark derrière son dos. Le métal froid des menottes a cliqueté solidement autour de ses poignets. Non, Rachel, aidez-moi. Je suis le directeur de succursale à Paris. Ces cris, pleins de désespoir, ont résonné inutilement dans le vaste hall de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il était traîné sur le sol devant des centaines de passagers stupéfaits. Sa nature pathétique et insignifiante était mise à nu pour tout le monde. Mais ce n'était que la fin du premier chapitre de sa chute. Plusieurs semaines se sont écoulées. Mars a pris fin. Le vent froid de l'hiver à Lyon a cédé la place à la douce chaleur du printemps et la ville a commencé à s'animer. Je me suis assise dans mon luxueux bureau de direction au dernier étage du siège social de Beaumont Global Holdings à Paris. Assis en face de moi sur un cher canapé en cuir se trouvait Marc. Il ne portait plus de costume de créateur. Il portait un uniforme de prison orange. Ses mains étaient menottées et il avait l'air pathétique. Il avait des joues creusées, une barbe hirsute, et avait l'air 10 ans plus vieux. Il avait été amené ici sous garde pour signer l'accord final de restitution pour les dommages. Mark Sterling, voici le calcul de vos dettes. Près de 2 millions d'euros de fonds détournés et une pénalité de 1,5 million d'euros pour rupture du bail de l'hôtel particulier de Paris. Cela fait un total de 3,5 millions d'euros. Le directeur général Antoine a parlé d'une voix glaciale, poussant les documents. Marc m'a regardé avec des yeux pleins de haine et de folie. Vous, tout est de votre faute. Si vous m'aviez dit qui vous étiez vraiment dès le début, je n'aurais jamais rien volé. Vous m'avez intentionnellement attiré dans ce piège. Vous êtes un monstre, Rachel. Vous vivrez le reste de votre vie complètement seul car personne ne pourra jamais vous aimer. Ces mots étaient la dernière explosion d'une âme pourrie, entièrement incapable d'admettre sa culpabilité. J'ai maintenu un silence profond et glacial. Le lourd silence le pressait, le faisant tressaillir nerveusement. À ce moment-là, les portes du bureau se sont ouvertes. Qui parle d'être seul ? Une voix calme et autoritaire a retenti. Mon fils Guillaume est entré dans le bureau. Il avait l'air impeccable dans un costume britannique sur mesure. Marc s'est figé en le voyant. Guillaume, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu devrais être à Paris à ton travail mal rémunéré. Guillaume l'a regardé avec un dégoût non dissimulé. Maman n'est pas seule. Elle m'a, et toute la puissance de la famille Beaumont. Mais vous, Marc, vous n'avez toujours pas réalisé quel clown ridicule vous étiez. Ce poste à Paris n'était rien d'autre qu'un appât que j'ai personnellement ordonné au RH de préparer juste pour vous exposer. Marc a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Guillaume a continué. Et une dernière chose, votre chère partenaire, Sophie, savez-vous qui elle est vraiment ? C'est une escroc professionnelle spécialisée dans les escroqueries amoureuses en entreprise. Lors de son interrogatoire, elle a avoué qu'elle prévoyait de glisser des somnifères dans votre boisson au moment où vous arriveriez à Paris, de voler tout votre argent et votre passeport, et de vous abandonner dans les bidonvilles. Elle a dit qu'elle avait la nausée rien qu'à vous sentir. Ce fut un coup écrasant. La dernière illusion de Marc, sa fierté de mâle alpha, à laquelle il avait cru si profondément, s'est effondrée en poussière. Il s'est effondré sur le sol, s'étouffant de ses propres larmes et de sa morve. Non, Sophie, ma carrière, ma vie. Il a été littéralement traîné hors du bureau. Je ne le reverrai plus jamais. Quant à ma belle-mère, Colette, elle a été expulsée du domaine. Elle vit maintenant dans un petit appartement délabré, infesté de cafards, à la périphérie de la ville, oubliée et entièrement seule. La femme qui aimait mépriser les autres pour leur pauvreté s'était retrouvée au plus bas de la société. Je suis sorti du bâtiment de l'entreprise avec Guillaume. À l'entrée nous attendait Mathieu, l'employé honnête. Mademoiselle Beaumont, merci beaucoup pour votre confiance. Être nommé directeur au service d'audit est un immense honneur, il s'est profondément incliné. Vous l'avez gagné avec votre intégrité, Mathieu. Les gens comme vous sont le pilier de notre entreprise, j'ai répondu avec un sourire chaleureux.
Mon fils et moi avons marché le long de l'avenue. La brise printanière portait le parfum des cerisiers en fleurs dans les parcs parisiens. Magnifique, n'est-ce pas, maman? Oui, Guillaume. Je pense que c'est la première fois en 25 ans que je vois vraiment le printemps. J'avais enfin enlevé le masque de la femme au foyer ennuyeuse que j'avais porté si longtemps. L'hiver avait été long et froid, mais il était enfin terminé. Devant moi s'ouvrait une nouvelle vie pleine de lumière et de vraie liberté. Nous avons avancé, laissant les ombres du passé loin derrière.